Bonjour tout le monde, dans cette vidéo d'architecture, nous allons parler ensemble de MVC, qui est un patron d'architecture qui a donc tout à fait sa place dans cette playlist. Et comme d'habitude, avec pas mal d'illustrations, je vais vous expliquer un petit peu, vous détailler un petit peu ce concept-là. Et normalement, à la fin, vous devriez être capable de comprendre comment tout ça fonctionne et être capable de l'utiliser au sein de vos différents projets en programmation. On parle de MVC pour trois composants qui vont entrer et un petit peu qui vont être mis en œuvre ici, qu'on a donc le modèle, la vue et le contrôleur. Je pourrais m'attarder davantage sur ce principe de patron d'architecture, parce qu'en fait on pourrait tout à fait le considérer autrement ou développer un petit peu, mais on va éviter ce débat, en tout cas ce genre de discussion sur ce type de vidéo là, parce qu'il y a eu beaucoup de travaux en fait, si vous voulez, autour de l'élaboration finalement de ce pattern, donc ce patron là, ce schéma, et ça a évolué pas mal, on va dire. On a eu des travaux initiaux qui ont ensuite amené à ce modèle-là, et on pourrait tout à fait le considérer autrement, mais on va rester en tout cas sur ce principe de patron d'architecture. On va éviter en revanche de parler de patron de conception, parce que les patrons de conception, on en a abordé, on en abordera sur la chaîne encore différents, d'ailleurs sur cette même playlist en partie. Donc vous verrez que c'est des choses complètement différentes. Et ici, on parle surtout d'architecture parce qu'on va avoir, et vous allez l'observer assez rapidement, des changements dans la manière d'organiser par exemple les fichiers et les répertoires d'un projet, même si on peut trouver bien sûr des changements au niveau de la conception aussi, mais on parlera davantage de patron d'architecture plutôt que de patron de conception. On doit en tout cas ce patron-là de ce Norvégien, donc en 1978, qui a travaillé pour des interfaces graphiques avec Smalltalk. Donc on n'est pas du tout dans le web, d'accord, dont on peut entendre parler aujourd'hui. On entend beaucoup parler de MVC en web, mais comprenez qu'à la base, ça a été produit en tout cas pour travailler directement, en fait, être utilisé dans des environnements de bureau, donc dans des environnements graphiques, des interfaces. Donc on doit ça à ce Norvégien qui est Trygve Rinsko. Alors je le dis peut-être mal, mais c'est pas grave, il y a peut-être des Norvégiens dans les commentaires qui me corrigeront. Et cette personne-là, voilà, a fait tout un tas de travaux autour de ce modèle qui a fini par être élaboré. Donc même si le nom d'ailleurs n'était pas celui-ci au départ, on parlait de things, et il y avait également un concept d'éditeur, d'accord, avec des éléments temporaires, et ça a évolué ensuite avec d'autres personnes pour donner justement ce patron de modèle vue contrôleur, qui est ce fameux patron MVC que l'on connaît bien aujourd'hui. Voilà, grosso modo, en tout cas pour résumer, on va avoir cette architecture logicielle qui va pouvoir être utilisé dans les différents langages de programmation. Que vous fassiez du web, comme on le retrouve très souvent, ou que vous fassiez de l'applicatif en C++, en Java, même en Python, peu importe, vous pourrez en fait employer, si vous en ressentez le besoin évidemment, ce patron d'architecture au sein de vos différents projets. Pour illustrer tout ça, on va avancer comme ça étape par étape. Je vous ai réalisé ce petit schéma là. On retrouve les trois composants de tout à l'heure, à savoir le contrôleur, vous voyez, qui visiblement en tout cas a l'air d'être un point quand même assez central au niveau du schéma, la vue et le modèle. Pour déterminer un petit peu les rôles de chacun, parce que c'est de ça dont il est question finalement, c'est de séparer un peu des responsabilités et d'avoir des rôles bien distincts pour chacun des composants. On va d'abord s'intéresser au modèle. Le modèle, lui, si vous voulez, c'est ce qui va représenter vos données. Par exemple, dans une interface, vous pouvez avoir un utilisateur, ce qui représente un utilisateur, ce qui représente même une information qui va être récupérée ou qui va pouvoir être mise à jour de quelque part. Voilà, les données telles quelles vont être inscrites ici dans un modèle. Ça peut être d'ailleurs quelque chose de très sommaire, j'ai envie de dire. Par exemple, une chaîne de caractères pourrait tout à fait faire office de modèle. Ou un protocole. Voilà, vous décidez d'un protocole, par exemple une chaîne de caractères qui est séparée par un certain type de caractères pour produire un format. D'accord ? Et bien ce format-là de chaîne peut servir de modèle également au niveau de votre application. Donc on n'est pas obligé d'avoir une classe complète, d'avoir toute une structure ou un ensemble d'objets. On peut avoir un objet simple, comme on peut avoir simplement une simple chaîne de caractères peut faire aussi office de modèle. Donc on est vraiment sur les données, d'accord, propres, ici au niveau du modèle. C'est cette responsabilité-là de se charger de l'intégrité des données, de leur sauvegarde, leur mise à jour, etc. Tout va se passer ici au niveau du modèle. Au niveau de la vue, ça va davantage vous parler en tant qu'utilisateur, ce que vous êtes concerné principalement. Quand vous êtes sur votre ordinateur, que ce soit pour utiliser une application graphique, une application donc au travers d'un site web ou n'importe quoi, même dans un jeu vidéo, vous allez interagir avec vos périphériques, clavier, souris, webcam, peu importe, et ces interactions vont amener à produire des actions, donc les actions utilisateurs, au travers de cette vue.
La vue, c'est tout simplement l'interface, c'est ce que vous voyez sur votre écran, c'est l'affichage, d'accord? C'est ce qui vous est en fait distribué, ce qui vous est donné à l'affichage et avec lequel vous pouvez généralement interagir avec des widgets, des composants, etc. Donc tout se passe ici au niveau de la vue, c'est la représentation en fait visuelle de ça, d'accord? Les modèles, c'est les données avec lesquelles nous travaillons directement, vraiment en fait, et la vue va nous permettre d'avoir une représentation visuellement en tout cas parlante pour nous, de toutes ces données-là. Donc dans un jeu vidéo, si on veut par exemple un personnage, on comprend ce que sont les données telles quelles concernant le personnage, et ce que va être sa représentation dans un jeu vidéo visuellement parlant. On a tout de suite plus facilement cette image ici. Enfin, le contrôleur, vous voyez, il fait office un petit peu de médiateur. C'est lui qui va assurer en fait cette liaison entre l'utilisateur, donc vous allez interagir principalement avec ça, avec la vue, et les données, donc en fait le système au complet, parce que le contrôleur en fait partie, évidemment le système c'est vraiment l'ensemble, mais on va avoir vraiment cet intermédiaire entre l'utilisateur et le système grâce au contrôleur. Il va se charger en fait de faire en sorte que tout fonctionne bien, de mettre à jour tout ce qu'il faut au niveau des vues, au niveau de l'affichage, de mettre à jour également tout ce qu'il faut au niveau du modèle, alors même si c'est pas lui qui chargera de mettre à jour directement les données, il en fera juste en fait la demande pour que ce soit mis à jour, mais voilà, il va faire en sorte en fait que tout soit opérationnel par rapport aux actions demandées à l'utilisateur pour qu'à la fin on ait ici un rendu mis à jour par rapport aux actions qui ont été produites. Donc ça c'est vraiment ce qu'il faut retenir en tout cas principalement de ces trois composants là. Donc c'est vraiment lui qui va vous permettre de saisir vos données. C'est-à-dire si vous avez une vue, d'accord, à la fin un affichage, une interface, c'est parce que le contrôleur vous l'a délivré. D'accord, il a fourni une interface, éventuellement un formulaire sur un site web, ça peut être un champ de saisie, la possibilité d'utiliser vos périphériques à nouveau, votre clavier, votre souris, peu importe. C'est le contrôleur qui fournit tout ceci, qui met à jour cette vue et qui distribue en fait celle-ci pour avoir cet affichage avec lequel vous pouvez interagir. Donc c'est là vraiment tout, on va dire tout l'intérêt en fait de ce que nous avons. Alors je reviendrai un petit peu, je détaillerai un petit peu tout ça par la suite. On va dire d'autres petites choses sur ces trois composants, mais en gros voilà un petit peu pour résumer ces différents schémas. Ça c'est une vision assez restreinte, j'ai envie de dire, de ce modèle, enfin de ce patron pardon MVC, le modèle vue contrôleur. En réalité, vous observerez très très vite, par des exemples simples, qu'on va en tout cas donner par la suite, qu'on va avoir beaucoup plus d'éléments qui vont entrer au jeu. Donc effectivement, le patron, on retrouve ça, modèle vue contrôleur, il n'y a pas de problème. Moi, je verrais plutôt les choses, si on veut en tout cas être plus complet sur ce qu'on a en pratique, on va plutôt en fait compléter ce modèle, ce patron en fait MVC, par d'autres éléments pour être un petit peu plus parlant. Donc là, vous voyez qu'il y a davantage de détails. On va reprendre point par point pour voir, pour que vous puissiez comprendre un petit peu tout. On a notre utilisateur, c'est vous, d'accord? Vous allez interagir, donc vous avez à votre disposition la vue, c'est ce qui est affiché par exemple sur l'écran de votre ordinateur, quand vous êtes par exemple sur un navigateur web, quand vous avez ouvert la fenêtre d'une application, quand vous êtes sur la fenêtre de votre jeu vidéo, peu importe, vous êtes sur la vue, d'accord? C'est l'interface, c'est la représentation visuelle de l'ensemble des données. Vous avez tout ici. Au travers de vos périphériques, vous avez la possibilité en tout cas de soumettre des actions utilisateurs. Ces actions vont être envoyées au contrôleur. Le contrôleur va donc pouvoir vérifier, faire d'éventuelles modifications, va pouvoir filtrer également, parce que par exemple on pourrait vous interdire certaines actions et en autoriser d'autres, suivant par exemple un système de permission, peu importe, mais il va vraiment faire office de je réceptionne les actions, je les interprète et je vois ce que je dois en faire et à qui je dois envoyer en fait les informations et les bonnes informations. À partir de là, on va très certainement avoir besoin, pas toujours bien sûr, de mettre à jour le modèle, en tout cas de voir pour faire des mises à jour ici. Même si c'est de la simple lecture, dans le sens où, en fait, l'utilisateur par exemple veut accéder à des données, d'accord, il veut les voir ici dans son interface, donc on demande cette action au contrôleur, le contrôleur va faire savoir au modèle qu'il doit mettre à jour en fait pour fournir les informations qu'il faut. Éventuellement, ce modèle va communiquer avec les données brutes, parce que ça, c'est, si vous voulez, d'ailleurs on verra dans d'autres dérivés de MVC, on peut avoir un peu comme une façade, c'est-à-dire qu'on va fournir une API qui va en fait donner toutes les fonctionnalités principales, récupérer les données, les lire, les modifier, etc., sans pour autant manipuler les données directement. Et on sait principalement, encore une fois, dans des vrais projets, que ce soit un jeu, un site web, une application, peu importe, que les données vont être mémorisées à un moment donné quelque part. Il y a la persistance des données qui est assurée par ce que vous savez, c'est-à-dire les espaces de stockage. Que ce soit des fichiers, de simples fichiers, ça fonctionne très très bien, une base de données, qui je rappelle, derrière ce sont des fichiers aussi, une base de données, que ce soit en local ou à distance. On peut tout à fait, par exemple ici, avoir le modèle qui communique avec un serveur distant,
peu importe. Donc forcément, même si on a ce patron MVC qui est ici, on comprend bien que dans la réalité, on a très souvent d'ailleurs le modèle qui peut communiquer avec d'autres éléments pour récupérer ces données. Par exemple, faire une requête à une base de données SQL et récupérer ensuite le résultat de cette requête. Une fois que les informations, en tout cas cette mise à jour qui devait être effectuée, est effective, il va notifier le contrôleur du résultat. Bon, est-ce que ça a fonctionné, est-ce que ça n'a pas fonctionné, peu importe, mais en tout cas, il doit notifier quand même, il doit avertir en tout cas la personne qui écoute, puisque le contrôleur c'est un petit peu le listener, si on prend le terme anglais, c'est lui qui attend un petit peu ce que la vue veut et qui attend que le modèle lui notifie par rapport à ce qu'il a demandé, en quelque sorte, et à partir de là, le contrôleur va pouvoir agir en conséquence. Suivant ce qu'il y a, il va mettre dans tous les cas, il va préparer une vue, il va donc mettre à jour la vue, et il fournira le résultat final à l'utilisateur. Que ce soit les informations effectivement demandées, un message d'erreur, n'importe quoi, voilà, vous n'avez pas la permission, impossible de récupérer telle information, peu importe, mais il va mettre la vue en tout cas à jour, en conséquence, par rapport à l'action qui a été demandée au départ. Donc on a comme ça ce phénomène un petit peu cyclique finalement, même si on verra des dérivés qui peuvent fonctionner un peu autrement. Mais principalement, pour pas trop vous prendre la tête, il faut le voir comme ça. L'utilisateur qui demande, en tout cas qui produit une action, donc un événement depuis la vue, ceci est notifié au contrôleur. Le contrôleur va mettre à jour le modèle, qui recevra donc ensuite de ce modèle un résultat, et va donc pouvoir mettre à jour la vue. Donc le contrôleur met à la fois à jour le modèle, voit par rapport à ça, et s'occupe de la mise à jour de la vue. Donc il fait vraiment l'intermédiaire entre l'utilisateur et le système. Donc ça c'est important. Donc le contrôleur en soi, ce qu'on peut dire, c'est que déjà il ne doit pas compléter les vues. D'accord? C'est-à-dire qu'il ne doit pas en fait jouer le rôle des vues. Il va juste préparer les vues, fournir les données. Éventuellement on verra que ça peut provenir du modèle, mais dans ce schéma-là, en tout cas le plus classique, c'est ce que nous avons. Et donc il ne va pas venir compléter davantage ce qu'on a au niveau des vues. Une fois que la vue elle est prête, elle est servie en fait à l'utilisateur, le contrôleur ne va pas aller en fait intervenir par la suite, sinon on va créer une nouvelle vue parce qu'il y aura une nouvelle action qui s'est produite. Donc ça c'est important. Ensuite, la vue en elle-même en fait, elle va pas connaître les entrées. C'est-à-dire que ce qui va gérer finalement les entrées utilisateurs, c'est le contrôleur. Donc c'est pas elle qui a un contrôle sur les entrées. Évidemment, elle les reçoit, parce que si c'est là qu'il y a le formulaire, vous doutez bien que ça reçoit évidemment vos actions ici, les événements. Mais c'est encore une fois le contrôleur qui va filtrer, qui va interpréter, qui va vérifier tout ça. Donc ça c'est vraiment à comprendre. Et n'oubliez pas encore une fois, rappelez-vous bien que ce patron MVC à la base n'a pas été fait pour le web. Donc on a essayé bien sûr avec le développement web d'adapter cela. C'est pour ça qu'on peut voir en fait qu'il n'y a pas de modèle parfait, qu'il n'y a pas de représentation parfaite, et il n'y a pas finalement de patron, en tout cas de type de gestion qui serait absolument parfaite pour tous les cas. C'est pour ça qu'il existe, et on en parlera juste après, quelques dérivés de ce patron MVC qui collent des fois plus à certains domaines en particulier, certains contextes en particulier. Mais celui-là, on va dire, c'est peut-être le plus polyvalent, enfin le plus en tout cas à jour aujourd'hui, avec tous les travaux qui ont été faits, toutes les avancées qui ont été faites, que ce soit pour de l'applicatif, du développement web en jeu vidéo. On va retrouver quand même très singulièrement ce patron-là, avec éventuellement quelques dérivés, mais on reste quand même principalement sur ce modèle-là, donc ça parle suffisamment en tout cas ici. Qu'est-ce que je peux vous dire aussi? Est-ce que là on était sur le schéma complet? On va pouvoir finalement, si on représente un petit peu toutes les choses, pour résumer à nouveau et donner davantage d'explications maintenant qu'on a un petit peu tout ça. Donc le modèle, comme vous voyez, pour ceux qui, notamment qui font du web, ça vous parle pas mal, les fameuses opérations CRUD, donc Create, Read, Update, Delete, vont se passer ici. D'accord? C'est lui qui va en fait avoir ces opérations-là, même si bien évidemment elles sont réellement effectuées, par exemple dans une base de données. Ici, vous n'aurez en fait que les requêtes, par exemple SQL, qui seront écrites, qui vont être en fait exécutées. Mais on se doute bien que voilà, ça se produit effectivement là-dedans, à l'extérieur en fait finalement du patron MVC. Mais c'est ça en tout cas qui concerne finalement toutes les opérations élémentaires sur les données. D'accord? N'oubliez pas ça. Donc vraiment, il faut prendre en compte un petit peu toutes ces informations-là. Pour la vue, d'accord, parce qu'on a finalement toutes les interfaces, on retrouve tous les éléments avec lesquels on peut interagir. Donc comme je vous ai dit, formulaire, ça peut être un terminal de commande, ça peut être via l'usage de vos périphériques, ça va entraîner une action, mais par rapport à ce qu'il y a sur la vue, donc par rapport à cet état-là en tout cas précisément, qui est la représentation, je rappelle, visuelle des données du modèle, d'accord, très important, et le contrôleur qui va vraiment faire voilà, l'intermédiaire un petit peu entre les deux, donc de s'assurer en fait d'avoir tout
qui est en fait en place. Donc on a véritablement une modification ici des états de l'état des données via le contrôleur, d'accord. Là où la vue, finalement, elle ne fait que lire. Certes, il y a une action qui s'est produite, mais à la fin, elle ne fait que récupérer, d'accord, le modèle qui a été mis à jour. Donc elle récupère les données qu'on lui transmet par l'intermédiaire du contrôleur dans ce cas précis. Et ensuite, vous avez ça sur votre rendu final à l'affichage. Donc j'espère que c'est suffisamment clair, parce que encore une fois, c'est vraiment le but de cette vidéo. On est sur des éléments plus techniques. Toutes les vidéos d'architecture de la chaîne, vous savez, sont assez techniques. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de schémas aussi. Et on n'a pas beaucoup d'éléments, on va dire, d'exemples pratiques. On est surtout sur les concepts théoriques, parce que c'est important, il faut les connaître pour pouvoir ensuite saisir toutes les nuances et pouvoir surtout l'utiliser derrière. Prenons quelques cas d'usage, que j'allais pas rester sans donner des exemples, évidemment, parce que peut-être que là, à ce stade, il y a des gens que, si là je vous demandais de mettre ça en place sur un site web, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui seraient perdues. Donc je vais vous donner quelques éléments de réponse, et vous allez tout de suite comprendre, vous allez tout de suite très vite voir un petit peu dans quoi on retrouve ce modèle. Encore une fois, comprenez ce principe de 3 composants qui séparent en fait, qui ont chacun leur rôle, et qui permettent de séparer les choses, et déjà vous aurez compris une bonne partie en fait de ce patron MVC. Prenons les exemples, quelques cas d'usage ici, j'en ai en tout cas décrit 3, comme ça on ne reste pas sur le même exemple. Donc je commence par l'exemple le plus classique, en tout cas celui qui parle le plus, parce qu'aujourd'hui si vous faites de la programmation, du développement web, il y a très forte chance qu'un jour vous soyez amené à utiliser le patron MVC, ou même que vous travaillez avec un cadre XL qui utilise ce dernier. Je pense à Django, je pense à Symfony, CakePHP, CodeIgniter, peu importe, Igniter, tous ces outils en fait utilisent ça, même en applicatif, mais là, on parle surtout du web. Prenons l'exemple d'une action utilisateur, le fait de se connecter, d'accord, sur un site. Comment que ça va se passer par étapes? L'utilisateur va saisir ses identifiants sur un formulaire, d'accord, email, mot de passe ou pseudonyme, mot de passe, peu importe. En tout cas, il saisit ses identifiants. Il soumet évidemment le formulaire après la validation, et à partir de là, on a un contrôleur qui est appelé. J'explique pas bien sûr précisément comment on trouve le contrôleur adéquat, c'est pas le sujet, ça dépend de comment vous allez développer la chose. Comme je vous ai dit, il n'y a pas une règle absolue qui est vraie et toutes les autres sont fausses. C'est vous après au niveau de la conception qui choisirez. C'est pour ça que j'insiste sur le fait que ce n'est pas vraiment un patron de conception, on n'est pas sur un patron de conception où on dit il faut absolument respecter telle conception et pas une autre. Ici, tout dépend de comment vous allez développer les choses, avec quels outils, quelles mécaniques, quelles fonctionnalités du langage que vous utilisez. Simplement, on va faire en sorte d'avoir un contrôleur adéquat. Si vous avez plusieurs contrôleurs dans votre application, si vous en avez qu'un seul, c'est que vous avez décidé en tout cas de développer et d'implémenter ça de cette manière, vous en avez tout à fait le droit. Ça respectera quand même le patron MVC dans tous les cas. Que vous ayez qu'un seul contrôleur, ou plusieurs, ou un contrôleur principal ensuite qui dispatche sur un contrôleur, un sous-contrôleur qui a un rôle particulier. C'est vous qui voyez. À partir de là, ce contrôleur fait des vérifications. Donc ici, ça peut être simplement, en fait, je sais pas moi, de vérifier par exemple, alors je ne vais pas parler du fait par exemple qu'on vérifierait que vous avez bien une connexion internet, parce que ça c'est propre à autre chose, c'est plus le navigateur en lui-même qui s'occupe de ça, donc l'interface. Donc ici, voilà, s'il y a des vérifications en tout cas à faire, c'est au niveau du contrôleur. Il vérifiera un petit peu ce qu'on peut faire ici, d'accord, par rapport en fait aux informations qu'on a au départ. Une fois que ceci est fait, d'accord, il va faire appel au modèle correspondant, si vous avez un modèle en tout cas, qui concerne les données utilisateurs. Donc ça peut être par exemple un modèle qui est juste l'utilisateur. Voilà, utilisateur est un modèle qui va bien sûr derrière cacher tout un tas d'informations sur l'utilisateur en question, à savoir son email, son mot de passe, peut-être sa date de naissance, la dernière fois où il s'est connecté, donc la date, etc., etc. À partir de là, ce modèle va faire une requête à une base de données, puisqu'on imagine que c'est quand même plus proche de la réalité, et va vérifier les identifiants que vous avez rentrés, vous, l'utilisateur. À partir de ça, il va évidemment récupérer un résultat de la base de données, il va donc faire notifier de ce résultat au contrôleur. Le contrôleur prépare une vue, donc la met à jour, envoie les données pour l'affichage, et vous, au rendu final, vous voyez ce qu'il en est. Soit vous avez rentré des bons identifiants et vous êtes connecté, donc vous aurez peut-être une redirection vers la page principale avec votre logo si le site propose un logo, peu importe, ou alors un message d'erreur vous disant que vos identifiants sont incorrects, etc., etc. On peut imaginer comme ça plusieurs possibilités. Donc je pense que déjà là, avec ce premier exemple, ça doit être beaucoup plus simple à comprendre ce patron MVC par rapport au début. Vous voyez, il n'y a pas de complication, c'est juste qu'on a en fait plein d'étapes différentes et donc plusieurs intermédiaires, puisqu'on a cette fois-ci non pas un seul composant qui a toutes les responsabilités, c'est-à-dire à la fois les données, donc la logique des données, la représentation des données, d'accord. On sépare bien tout ça en 3 éléments bien distincts,
et chacun s'occupe de ses affaires. Deuxième cas d'usage qui va peut-être beaucoup moins parler cette fois-ci, parce qu'on quitte un peu cet environnement web. Alors on verra qu'en réalité, là j'ai mis cet exemple-là, pas pour dire que c'est comme ça que c'est en vrai, parce qu'on verra qu'en réalité, chez Windows, donc Microsoft, on utilise plutôt un dérivé de MVC que j'ai cité juste après, mais j'ai mis cet exemple pour dire qu'on pourrait totalement l'appliquer à l'interface Windows Update, qui permet donc de faire des mises à jour sur le système d'exploitation Windows. Comment ça fonctionnerait étape par étape, de manière simplifiée? Vous cliquez en tant qu'utilisateur sur le bouton, donc depuis votre souris, le bouton de donc vérifier, rechercher les mises à jour, peu importe. À nouveau, ça appelle un contrôleur, ou le seul contrôleur qu'il y a, peu importe, qui fait des vérifications. Donc là j'ai mis un exemple parce qu'il est assez parlant. C'est peut-être à ce moment-là par exemple qu'on vérifie qu'il y a bien une connexion internet, ou que sais-je, voilà, d'autres choses. Est-ce que vous avez le droit aussi de faire des recherches de mise à jour? Peut-être que vous n'avez pas la permission. Donc toutes ces vérifications de permission, l'utilisateur, etc., la connexion, pourraient éventuellement être faites à ce moment-là, d'accord? Et à partir de là, considérant que c'est bon, que la vue n'a pas été mise à jour tout de suite à ce moment-là, parce que c'est ce qui pourrait se passer, on peut très bien ne jamais arriver en fait à l'utilisation du modèle. Si on estime que là ça va pas, et bien le contrôleur, comme je vous ai dit, fait office de filtre, et dans ce cas-là va déjà mettre à jour la vue, et vous enverra un joli petit message d'erreur pour vous dire, en fait t'as pas de connexion internet, donc moi je peux rien faire de plus. Mais sinon, dans le scénario, en tout cas optimal, on a un appel du modèle ou du seul modèle qui est là, en tout cas pour gérer les données de mise à jour, quelles qu'elles soient, on ne va pas rentrer dans le détail ici. Et à partir du modèle, on va avoir toutes les requêtes qui seront faites, a priori c'est plus réaliste ici, à un serveur distant qui va vérifier, donc il va se synchroniser, etc. avec les dépôts, et vérifier qu'on a bien la présence éventuellement de nouveaux paquets, ou de mises à jour en tout cas pour le système. On récupère depuis ce serveur distant une réponse, forcément, on travaille avec des requêtes à HTTP derrière, donc on a des requêtes qui sont faites, donc on a forcément une réponse de la requête, request, response, on a ces deux éléments-là. À partir de là, le contrôleur a reçu un résultat, donc il sait à ce stade si il a effectivement récupéré des nouvelles mises à jour ou un simple message lui disant il n'y a pas de mise à jour en fait, donc tant pis. Et à ce moment-là, la vue à nouveau, comme pour le site web tout à l'heure, elle est mise à jour, on envoie les données pour l'affichage, et vous, en tant qu'utilisateur, au niveau du rendu, soit vous avez des mises à jour qui sont en train de se télécharger effectivement, soit en fait ça revient. Si je prends l'exemple de Windows 10 précisément, l'interface revient avec le bouton de départ pour vous indiquer en fait que tout est à jour, et ça vous met à jour bien sûr la date qui est affichée sur l'interface pour que vous sachiez à quelle date et quelle heure vous aviez effectué une dernière recherche de mise à jour sur votre système. Voilà. Pour terminer, troisième exemple, sur un jeu vidéo, je prends l'exemple de World of Warcraft, mais ça marcherait avec n'importe quel jeu vidéo en tout cas, suffisamment parlant, c'est parce que c'est un des jeux les plus connus dans le monde, donc ça parlera à éventuellement beaucoup de joueurs. On prend l'exemple d'un clic, d'ailleurs j'ai mis clic, en fait c'est pas dommage, c'est un appui plutôt, appui sur la touche Z de votre clavier. Normalement vous savez si vous jouez que c'est la touche qui permet d'avancer, donc faire avancer votre petit personnage, et à partir de là, même chose, on a un contrôleur qui va être appelé par rapport à cette saisie utilisateur, cette action qui s'est produite, d'éventuelles vérifications. Donc là pareil, ça peut être plein de vérifications diverses qui seraient beaucoup trop qui seraient inutiles en fait, voilà, à détailler ici pour l'exemple que je vais vous donner, mais des vérifications en tout cas quand même à faire en amont, sinon ça sert à rien de continuer. Et considérant ici que tout est bon au niveau des permissions, au niveau d'internet, au niveau etc., on fait appel au modèle qui s'occupe donc du joueur et du comportement et des états du joueur en tout cas. Et à partir de là, on va prendre en compte l'état du joueur pour l'action qui est demandée. Ici, en l'occurrence, on veut faire déplacer un personnage. Est-ce qu'il peut se déplacer? Est-ce qu'il n'est pas, par exemple, bloqué par l'attaque d'un ennemi ou d'un monstre qui l'empêche de bouger, ou alors il est effrayé? Vous savez, quand on est effrayé dans World of Warcraft, pour ceux qui connaissent le jeu, le personnage se déplace un peu dans tous les sens, et vous n'avez plus le contrôle, en tout cas, de ses déplacements pendant quelques secondes. Donc voilà, par rapport à ça, on vérifie, et selon l'état, en tout cas, du joueur à cet instant, on renverra un résultat au contrôleur. À partir de là, la vue est mise à jour, comme tout à l'heure, comme pour les deux exemples précédents. On met à jour avec l'envoi des données au niveau de la vue, et vous avez un rendu final, que ce soit de voir votre personnage effectivement se déplacer, en prenant en compte sa vitesse de déplacement, peut-être que vous vous déplacez plus rapidement parce que vous jouez une classe particulière qui est plus rapide que les autres, ou alors vous êtes bloqué dans une toile d'araignée, et le jeu vous fait savoir que vous ne pouvez pas bouger, via un petit message en rouge qui vous indique que vous êtes bloqué, que vous êtes, étourdi, que vous avez trébuché, peu importe, mais en tout cas un résultat, quoi qu'il en soit, une mise à jour de la vue pour vous informer du résultat et de la suite de l'action que vous avez lancée au départ. Comme ça, vous avez trois exemples un peu différents, mais
vous comprenez un petit peu comment toute cette mécanique MVC en tout cas se met en place suivant différents exemples. Et on pourrait choisir plein d'exemples différents encore, mais je pense que déjà les trois là sont assez, en tout cas parlants pour la suite. Comme ça, vous avez vraiment tous les éléments que je voulais vous donner. J'espère en tout cas qu'à ce stade, c'est suffisamment clair au niveau, je vais revenir sur le schéma schéma complet ici, que vous compreniez bien un petit peu les différents composants. Il faut savoir que on va retrouver, comme je vous l'ai dit, quelques dérivés. Donc par exemple MVT, donc Model View Template, qui est celui qui est utilisé notamment par Django, si vous travaillez avec Python. On a MVP, non pas quelqu'un qui est en VIP, qui est donc Model View Presenter, qui est en fait un autre modèle où là on va remplacer donc par finalement un élément, un composant qui fait office de présentation. Donc c'est vraiment des dérivés, donc des fois c'est pas d'énormes changements. C'est des gens qui aimaient bien le patron MVC, mais qui ont voulu adapter en fait certaines choses à leur manière et ont créé un nouveau patron finalement dérivé de MVC. Vous pourriez d'ailleurs, si vous voulez, adapter votre propre patron et travailler, faire des travaux en fait, un peu de recherche dessus pour adapter et créer le vôtre, si vous trouvez quelque chose qui serait éventuellement qui répondrait davantage correctement, on va dire, aux besoins que peuvent avoir les développeurs, pourquoi pas. Et celui-là, bon, qui est celui qu'on retrouve beaucoup chez Microsoft notamment, même si c'est assez lourd, ça a un coût en ressources assez important et non négligeable, qui est plutôt donc un modèle, la vue, et ensuite une présentation directement de la vue. C'est-à-dire que dès qu'on va avoir une modification, une action qui est faite là, donc ça va mettre à jour le modèle en fait, et bien la modification du modèle va mettre à jour directement la vue. D'accord. Donc on a, pareil, on pourrait dire, mais finalement, bon, ça c'est un petit peu un contrôleur, on pourrait chipoter et trouver que ça ressemble quand même vachement à MVC. C'est le cas, ce sont des dérivés, mais on a tout un tas d'éléments, on essaie de trouver des optimisations d'un côté, et au contraire, ça peut avoir un certain coût non négligeable aussi de l'autre. Donc n'hésitez pas à vous renseigner, je ne vais pas les aborder de toute façon en vidéo, je ne ferai pas des vidéos d'architecture sur ces trois exemples-là et sur d'autres, c'est pour ça que je les ai cités ici, parce qu'on parle surtout de MVC, et qu'après, de toute façon, une fois que vous avez compris un patron, et bien ceux-ci étant des dérivés, vous pouvez facilement vous adapter et les utiliser à votre tour, et très souvent, encore une fois, il y a des outils de toute façon qui vous les imposent, donc vous n'avez pas forcément tellement le choix. Pour les gens parmi vous qui ont été jusqu'au bout de cette vidéo, parce que je sais déjà qu'à ce stade, des personnes me diront et savent que si c'est sur cette playlist d'architecture, il n'y aura pas d'exemple de code. Vous le savez, parce que c'est pas une playlist qui est faite pour ça. Je tape pas du code, je fais pas de mise en pratique directe de ce qui est montré ici. On est principalement et quasiment toujours sur des concepts théoriques, illustrés de manière assez conséquente, en revanche, de plein d'exemples, de schémas, etc., mais sans forcément montrer directement. J'ai fait une petite exception ici, parce que pour les gens qui sont allés jusqu'au bout de cette vidéo, vous pourrez donc retrouver pas mal de choses à la fin, mais on va déjà faire la conclusion finalement un petit peu de tout ça. Donc vous l'aurez logiquement compris, en tout cas j'espère, que finalement l'intérêt de ce patron MVC, c'est effectivement de séparer les responsabilités, ça je vous l'ai dit, donc on a bien des rôles distincts, et ça va simplifier la maintenance aussi, puisque vous pouvez finalement travailler, imaginons une équipe qui travaillerait donc à plusieurs sur une application, et chacun peut travailler sur différents pôles, d'accord, différents éléments de l'application. Des gens qui s'occupent purement des vues, c'est-à-dire qu'ils ne s'attendent pas à savoir comment les données sont gérées, comment on fait les requêtes, etc. Juste eux, ils se chargent, par exemple sur un site web, d'écrire du HTML, voilà, de mettre un petit peu de PHP éventuellement pour afficher des variables ou faire un parcours sur une liste, un tableau, peu importe. Donc vraiment sur des choses on va dire limitées, d'accord, à responsabilité limitée, là où le contrôleur va vraiment s'occuper des traitements, de tout ça, et le modèle, on s'occupe des données, l'intégrité des données, et on s'occupe pas de l'affichage et du reste. Vous voyez, on ne sait pas vraiment tout ça, on peut travailler à plusieurs, on peut travailler simultanément également sur différentes parties, puisque tout n'est pas ensemble dans un seul bloc, donc c'est bien plus pratique. Par contre, en revanche, j'ai envie de dire, ça produit forcément des dépendances, puisque vous avez compris qu'il y a des composants qui sont forcément dépendants d'autres. Donc autant le modèle, lui vit sa petite vie, autant il y en a d'autres. Voilà, la vue par exemple, s'il n'y a pas de contrôleur, compliqué, puis le contrôleur, il attend en fait. Voilà, c'est le contrôleur, comme il veut mettre à jour la vue, mettre à jour le modèle, il attend les actions de l'utilisateur depuis la vue, et il attend de voir en fait par rapport à ça ce qu'il doit demander au modèle pour récupérer en fait quelque chose éventuellement. Donc on a des dépendances qui se créent naturellement, c'est juste une conséquence logique un petit peu de ce patron MVC. Et bien sûr, ça vous le verrez en pratique si vous mettez en pratique ce patron, parce que si vous le faites pas, c'est un peu dommage. L'intérêt d'apprendre un patron d'architecture
ou même un patron de conception d'ailleurs, c'est de le mettre en pratique et de tester, c'est que vous allez écrire davantage de code. Voilà. Donc encore une fois, si vous dites la question, vous pourrez poser la question de pourquoi finalement on ne fait pas 100, vous pouvez faire 100, d'accord. Je rappelle que quand vous programmez, vous pouvez écrire votre code dans un seul fichier. Voilà. Si vous voulez faire une application complète en écrivant tout dans un seul fichier, ça marche, et ça marchera, d'accord. Par contre, vous allez vous retrouver avec des dizaines de milliers, si ce n'est plus de lignes. S'il faut bosser à plusieurs simultanément, ça va être compliqué. Et s'il faut gérer un petit peu tout ça, organiser tout ça, d'autant plus. Donc, comprenez toujours que ce qui est propre à du confort, ce qui est propre à des modèles, des normes, des concepts, des principes, etc. en programmation de manière générale, sont là pour simplifier les choses, pour mieux les organiser. Ça n'en fait pas pour autant quelque chose de obligatoire, qui dit, en fait, si vous ne le faites pas, votre code ne marchera pas. Évidemment que ça marche. Donc, utiliser un patron comme MVC, rajoute du code supplémentaire, parce que ça rajoute plus de choses à écrire et plus de choses à compartimenter, mais c'est pour tous les avantages en tout cas qu'on peut y trouver. Mais encore une fois, vous ne voyez jamais ce genre d'outil comme étant quelque chose de parfait, une solution parfaite. Il y a toujours des avantages et des inconvénients à tout, donc il faut savoir l'utiliser dans les bons cas, dans les bons contextes, là où en tout cas vous l'estimez, et de savoir s'en passer aussi, là, si vous faites un site vitrine, de 5 pages, est-ce qu'il y a besoin de mettre en place ce patron? Pas forcément. D'accord, on peut s'en passer, je pense, aisément, sans prendre trop de risques. Donc à vous de voir par rapport à ça. Et comme je le disais, pour terminer, pour les gens qui sont allés jusqu'au bout de la vidéo, qui ont bien écouté, ce que je sais qu'il y a quelques personnes qui regardent les vidéos un petit peu en diagonale ou par section, et tant pis pour eux, j'ai fait exception sur cette vidéo, puisque vous retrouverez des petites choses sympathiques dans la description de la vidéo, notamment des exemples pratiques de code. Donc je vous ai fait un petit... c'est minimaliste, évidemment, j'allais pas passer des heures et des heures à faire ça non plus pour une seule vidéo, mais vous avez un petit exemple d'application en Python, donc une application en console, très simplement pour montrer qu'on peut le faire aussi comme ça marche très bien, même si ça aurait plus d'intérêt dans une application graphique, et sur un petit projet web en PHP, voilà pareil, comme ça vous voyez un petit peu comment c'est implémenté. C'est une solution parmi tant d'autres, c'est pas forcément comme ça qu'il faut implémenter MVC en PHP ou en Python, c'est une possibilité, et comme c'est quelque chose de très minimaliste aussi pour la vidéo, on peut largement l'améliorer. De toute façon, vous retrouverez des fichiers texte dans chacune des archives, où j'ai indiqué un petit peu des pistes d'amélioration. Comme ça fait aussi office d'exercice, si vous voulez vous entraîner, vous exercer, reprendre tout ça pour les adapter à votre sauce, vraiment n'hésitez pas. Je suis resté sur des trucs très succincts, donc il y a plein de choses qui peuvent être écrites en plus, pour vraiment améliorer tout ça. Donc on est vraiment sur des bases, mais au moins ça vous montre, ça vous illustre par du code, comment on peut faire ça avec deux langages suffisamment communs je trouve, que sont Python et PHP. On va en rester là, j'ai suffisamment parlé, je vous dis à bientôt en tout cas pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. S'il y a des questions, surtout sur la playlist d'architecture, où c'est toujours beaucoup de concepts théoriques et toujours plein d'éléments techniques, n'hésitez pas, je les répondrai volontiers comme tous les commentaires de la chaîne. Et sinon, n'hésitez pas à voir un petit peu ce qu'il y a en description de vidéo, à tester de votre côté, à voir comment ça fonctionne et mettez en pratique ensuite dans d'autres langages de programmation éventuellement et dites-moi un petit peu comment que ça s'est passé, comment vous avez organisé un petit peu justement l'architecture de votre code pour utiliser ce patron MVC. À bientôt.